Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'ostéopathie. Et oui, c'est Roméo qui est parti. Et c'est Juliette qui est triste. Et là, ce n'est pas du Pierre Dac Voilà. et vous avez ri. Voilà. C'est normal, c'est moi qui me fais rire. Je suis quand même très drôle. Aujourd'hui, donc, disais-je, tout le monde connaît l'ostéopathie et certaines mutuelles remboursent même les séances. Cette pratique a été récemment réglementée, mais ne fait pas encore l'unanimité dans le monde médical, n'est-ce pas Marina? Alors l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, c'est-à-dire que l'ostéopathe soigne un symptôme avec ses mains, par le toucher, avec des pressions ou des manipulations. L'ostéopathie, c'est 10 millions de consultations tous les ans et un domaine d'action qui va du classique mal de dos aux séquelles de traumatisme et même aux rhinites, maux de tête ou troubles du sommeil. Alors on l'utilise en particulier beaucoup pour les douleurs situées dans la colonne vertébrale ou les articulations. L'ostéopathie est parfois... J'ai du mal, hein? Oui. L'ostéo est parfois utilisé chez les nourrissons, on le verra dans un reportage, mais ces manipulations nécessitent un diagnostic établi par un médecin. C'est très important. Alors on va parler tout de suite avec nos invités, avec Philippe Sterlingo qui est ostéopathe à Nantes et président du syndicat français des ostéopathes. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Anne-Marie Bigorne. Bonjour Anne-Marie. Alors on va raconter votre histoire parce qu'elle est intéressante. Et même drôle pour la première partie. Voilà, parce que vous n'êtes pas a priori adepte des médecines douces. Au départ, vous n'étiez pas. Et pourtant, il y a 10 ans, pour la première fois, vous allez consulter un ostéopathe. Sur les conseils de qui? Pourquoi? D'un médecin de la clinique du sport, d'ailleurs à la suite d'une chute de ski qui a été soignée, très bien soignée, mais par la suite ce médecin m'a conseillé d'aller voir cet ostéopathe. C'était kiné, c'est un kiné-ostéopathe. Hein? Un kiné-ostéopathe qui d'abord m'a reçu pour une séance à l'intérieur de la clinique du sport normale, enfin de kiné normale, qui après m'a fait venir chez lui. Pour une seule séance parce que je ne suis pas retournée deux fois. Racontez-nous cette séance extraordinaire. J'étais allongée sur le lit de soins et il a tourné pendant 3/4 d'heure au-dessus de moi sans me toucher du tout, mais avec les mains comme ça. Et pour moi, je pensais à abracadabra. Ça me faisait rire intérieurement. J'ai attendu que ça se passe. Lui, visiblement, il se donnait quand même beaucoup de peine. C'est vrai, je le voyais souffler, respirer. Il était en transe? Oui, une espèce, oui, comme dans un état second, tournant autour de moi, les mains comme ça au-dessus. Et évidemment, je n'ai rien ressenti. Oui. Sa conclusion, ça a été quoi? Sa conclusion, ça a été que j'avais mal aux dents. Mal aux dents. C'est que j'avais des problèmes de dents. D'accord. Vous veniez pour un problème de genou? Je venais pour un problème de genou. Alors, il vous a dit que vous aviez des problèmes de dents. À l'intérieur, vous n'avez pas compris. Mais c'est justement en passant les mains comme ça au-dessus, il s'était rendu compte que vous aviez... Donc ça a été sans suite. Donc. Oh, sans suite, non. Alors, je dois... Plusieurs années après ou quelques années après, à la suite d'un autre problème de chute, je suis retournée voir le docteur de la clinique et j'ai osé lui dire le contenu. Et évidemment, il n'était pas content du tout. Il m'aurait dit que j'aurais dû lui dire plus tôt, etc. Donc voilà, mais... Alors, on va prendre quelques questions parce qu'il y a 3 expériences. On va les raconter les unes après les autres. Je souffre d'un lumbago. On me conseille de voir un ostéopathe. J'ai très peur d'être manipulée. Y a-t-il de vrais risques? Oui, il y a des risques aux manipulations quand elles sont pratiquées par des praticiens qui ne sont pas assez formés, qui ne font pas un bon diagnostic initial sur l'indication ou l'absence d'indication de la manipulation vertébrale ou de la mobilisation, d'ailleurs, peu importe. Ces risques sont extrêmement faibles et en fait, il y a très peu de cas rapportés. On pourrait dire que le principal risque, et encore une fois, il n'y a pas non plus eu de cas, ce serait celui d'un ostéopathe qui manipulerait une vertèbre, qui aurait une métastase osseuse suite à un cancer de la prostate, par exemple, sur un os fragile en général. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de cas rapportés. L'angoisse souvent des gens, c'est la paralysie après une mauvaise manipulation. Oui, alors ça, c'est quand même très virtuel au niveau lombaire, puisqu'on parle de lombalgie. Maintenant, au niveau cervical, le risque, effectivement, c'est un phénomène vasculaire au niveau des artères vertébrales qui passent dans le cou et qui pourraient souffrir de manipulations qui auraient été soit mal réalisées, soit réalisées sans qu'il y ait eu un bon diagnostic de fait initialement. Pourquoi, une question qu'on n'a jamais dû vous poser, pourquoi la plupart des ostéopathes font-ils toujours craquer alors que la mienne ne le fait pas et me soulage tout de même? Monique pose la question. Alors c'est vrai qu'il y a deux façons d'exercer l'ostéopathie. Effectivement, pour certains, enfin certainement plus, mais pour certains, on essaye de faire craquer, pour d'autres, non. Oui, en fait, réduire ça à 2, à mon avis, c'est pas suffisant. Voilà, c'est réducteur. Non, ce qu'on peut considérer, c'est que l'ostéopathe, il a une trousse à outils, et dans cette trousse à outils, il y a différents outils. Ces outils s'adressent soit aux articulations quand elles sont
entre guillemets collées l'une à l'autre et qu'elles n'arrivent plus à bouger correctement. Et là, très souvent, le geste manipulatif produit un craquement. Après, il y a des outils destinés plutôt aux ligaments autour de l'articulation. Et là, il y a beaucoup d'outils qui ne font pas craquer l'articulation. Et puis, il y a des outils qui se destinent aux tissus encore plus à distance de l'articulation, qui sont ce qu'on appelle les aponévroses, les fascias, etc. Et là, ça ne craque jamais. Ce qui veut dire qu'un même ostéopathe peut, dans certains cas, faire craquer, dans d'autres pas craquer. C'est pas le problème. C'est pas le gage d'efficacité. Absolument pas. Et j'ai même envie de dire qu'un ostéopathe doit maîtriser l'ensemble des outils pour pouvoir s'adapter au patient, à ce qu'il présente. Et s'il ne maîtrise pas ces outils, effectivement, il sera monolithique dans sa pratique et c'est pas idéal. D'accord. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire une radio de la colonne avant une manipulation pour une kyphoscoliose, donc une déformation de la colonne vertébrale, demande Stella. Est-ce qu'il y a une radio nécessaire? On peut même élargir à toutes les Oui. manipulations du rachis. Voilà. Alors, dans le premier cas d'une kyphoscoliose, c'est utile que l'ostéopathe connaisse l'angulation précise de la kyphoscoliose. C'est un outil un diagnostic important. D'une manière plus générale sur le rachis, l'indication sur une radio sera effectivement tout à fait pertinente dans une suite soit de traumatisme, dans un contexte d'ostéoporose, c'est-à-dire une décalcification du squelette, ou dans un contexte de dégénérescence arthrosique assez avancée chez la personne, notamment âgée. Dans ces trois contextes-là, oui, il faut une radio. Et est-ce que l'ostéopathe non médecin peut prescrire ou pas une radio? Alors, il peut demander une radio au radiologue qui pourra la réaliser. Il faut savoir que le patient sera un peu moins bien remboursé s'il n'y a pas au départ une prescription faite par un médecin. Mais si quelqu'un vient voir effectivement un ostéopathe non médecin directement, l'ostéopathe peut dire allez faire une radio et revenez me voir après. Absolument. D'accord. Alors, on va regarder un sujet avant de voir avec vous la deuxième expérience, parce que ça s'est pas très bien passé. Alors, je voudrais juste préciser, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'ostéopathie, on reçoit des dizaines de mails d'ostéopathes, kinés, médecins, pas médecins, etc., qui nous insultent parce qu'on a parlé d'ostéopathie, qu'on n'a pas parlé des kinés, qu'on n'a pas parlé des autres, qu'on a, avec votre histoire du type qui pose pas les mains, donné une mauvaise image de l'ostéopathie. Enfin, on est souvent, très souvent... Justement, on a pris exprès Anne-Marie parce qu'elle a eu des bonnes et des mauvaises expériences avec l'ostéopathie. Donc personne ne peut nous en vouloir cette fois-ci. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous énervez pas avant la fin de cette émission. Donc, avant de voir votre deuxième expérience, on va... À la fin, elle aime les ostéopathes. On va voir. Jean-Daniel se définit lui-même comme un mécanicien des articulations. Il est ostéopathe et ne traite que les troubles fonctionnels de ses patients. Son objectif, c'est de redonner de la mobilité aux articulations, de permettre au mouvement de se libérer. On a voulu savoir comment se passait une séance, une vraie. Reportage de Guillaume Morinet et Franck Calimard. Je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai des petits soucis en fait. Stéphanie vient en consultation pour des douleurs au bassin et au genou droit. Elle est danseuse, elle a donc besoin de toute la souplesse de ses articulations. Et depuis quelque temps, elle se sent également déséquilibrée quand elle fait certains mouvements. Donc il y a plusieurs blocages, il n'y a rien de méchant. J'ai un blocage ici en dorsale, un blocage ici, on est à peu près sur la 4e lombaire, voilà. Et puis aussi au niveau du trapèze. En fait, les vertèbres, il faut voir ça un peu comme des dominos ou des morceaux de sucre qui seraient alignés. Oui. Vous en poussez un et vous, ça va transmettre la contrainte aux autres, d'accord? Alors on va commencer par la dorsale, là, qui est bien bloquée. Vous allez mettre votre main là, celle-ci en dessous, serrez bien vos deux coudes, s'il vous plaît. Vous enroulez la tête vers l'avant, penchez votre buste. Vous allez prendre appui sur moi, tranquillement. Voilà, je vais donner une petite impulsion sur votre dos. Vous allez voir, c'est pas méchant. Hein. Voilà. Allez, passez. Alors, je vous invite à vous allonger sur le dos, la tête ici. Ce gros crack n'était qu'une entrée en matière. Maintenant que le dos de sa patiente est dénoué, l'ostéopathe va s'occuper des hanches et du genou douloureux de Stéphanie. Bien relâché. Verdict, le bassin de la danseuse est déséquilibré. Il faut savoir pourquoi, et très souvent c'est une tension musculaire qui provoque ce genre de problème. Voilà. Je pourrais dire que chez la demoiselle, tout dysfonctionne plutôt à droite, là. Du moins au niveau de votre posture. Quand je vous examine, je pourrais dire, la demoiselle, elle a une jambe courte à droite. Et si je prends vos deux bras et que je les plaque de la même façon, on voit bien qu'on dirait aussi que vous avez un bras court à droite. Et en fait, le muscle le plus profond du dos s'appelle le psoas, d'accord? Donc ce psoas, il est si profond que je ne pourrais pas l'appréhender, même si je m'enfonce très très fort dans votre dos. Et c'est lui qui tire sur tout le buste et qui vous fait incliner à droite. Comme vous êtes incliné à droite, si je fais lever les bras, on dirait que vous avez un bras court. Si je vous redresse, vous aurez deux bras de même longueur. Alors, vous voulez plier cette jambe, s'il vous plaît. Donc là, il n'y a pas de mouvement violent, il n'y a pas de craque. J'ai le droit d'être désagréable. Bah oui, parce qu'il faut que je m'enfonce dans votre ventre, mais pas douloureux. D'accord. Donc vous soufflez bien.
Voilà, et je m'enfonce très profondément. Et vous voyez, je suis dessus, là je le sens, ce psoas, et j'émets une petite vibration pour essayer de le détendre. Il n'y en a pas pour très longtemps, il y en a pour un petit 30 secondes. Ça va, c'est supportable? Oui. Alors, je vais y aller avec le plat de la main. Soufflez bien, mademoiselle. Voilà, soufflez bien. Alors, on va regarder si vous avez 2 bras de même longueur. Voilà. Donc c'est flagrant tout de suite. C'est pas un tour de magie, hein, je vous rassure. Mais vous voyez, vous pourrez faire du vélo maintenant. Ça sera plus facile. Voilà. C'est vrai que ça paraît extraordinaire de pouvoir traiter les gens rien qu'avec ses mains. Et donc il y a un effet un peu, on vous prend vite pour un apôtre. Voilà. Donc il faut savoir rester à sa place. On ne fait que de la mécanique. Et là, il n'y a pas besoin de don, de magnétisme. Ce n'est qu'un savoir que j'ai appris dans mon école. Voilà. On parlera de la formation tout à l'heure, hein, mais on va revenir à l'histoire d'Anne-Marie. Déjà, avant qu'on ne passe à sa seconde expérience, Philippe Sterlingo, comment on peut imaginer qu'un ostéopathe ait pu comme ça rester à distance du corps d'Anne-Marie? Je crois que c'est pas de l'ostéopathie en réalité. Enfin, l'ostéopathe, il a besoin de toucher son patient. Il doit même, on l'a vu ici, hein, déshabiller son patient pour avoir accès à l'ensemble des zones du corps. Donc un ostéopathe qui ne touche pas, c'est autre chose. C'était très très bien. J'ai pas de regard là-dessus, mais c'est pas de l'ostéopathie. Il a pas touché votre corps, mais il a touché de l'argent, non? Cette séance de transe pour lui, qui lui a fait du bien, probablement à lui, c'était combien? Moi, je me rappelle pas, c'était pas exorbitant, mais c'était le prix. Ouais, en plus, c'est cher. Deuxième expérience, donc plus récente, avec un problème de dos. Et là, vous avez vu donc un spécialiste du dos. Oui, j'ai vu un spécialiste du dos, et là que j'avais vu d'ailleurs plusieurs fois, qui faisait craquer, pour en revenir à à ce que vous disiez tout à l'heure. Et j'ai pu faire par la suite la différence. Et cette fois-là, je suis arrivée avec mal dans le dos à la suite d'une sorte de déménagement et d'un choc psychologique pour après le suicide de ma cousine. Donc j'étais pas bien, donc j'avais mal dans le dos. Donc j'y suis allée, et quand je suis ressortie, que je suis pris le métro, là j'ai souffert comme jamais dans ma vie. Et à l'endroit où il avait manipulé? Non, il m'a manipulé le dos, mais j'ai souffert dans la nuque, et c'était en fait après. J'ai un ami docteur otorino. Vous avez tellement mal que vous l'avez appelé dans le métro? Je l'ai appelé dans le métro, il m'a dit qu'il fallait que j'attende que les anti-inflammatoires fassent effet et que demain ça irait mieux. En fait, j'ai passé une nuit d'enfer, vraiment. Et le lendemain, j'ai un ami docteur otorino qui m'a dirigé vers un rhumatologue extraordinaire, le docteur Rouillet, qui maintenant a un poste à temps complet à l'hôpital Saint-Maurice. Et cet homme m'a fait faire les examens, différents examens, et c'était, en fait, j'avais une hernie discale cervicale provoquée par la manipulation. Et donc... Alors après, vous avez été traité de cette hernie cervicale, parce après on va repartir sur votre troisième expérience qui est quand même meilleure. La hernie discale, c'est-à-dire la sortie d'une partie du noyau, d'un disque, c'est la grande angoisse aussi quand on se fait manipuler. On se dit, si jamais j'ai une hernie discale un petit peu limite, pof, on va me la sortir. Oui, là aussi, je crois qu'il faut relativiser. Alors là, j'ai envie de dire aussi que il ne faut pas stigmatiser non plus un praticien. Dès lors qu'on touche à un patient, on prend le risque d'une réaction adverse. Ça peut nous arriver à tous, et je crois qu'il faut être là-dessus relativement humble. Maintenant, en amont, il y a un problème de diagnostic. Ça veut dire que madame avait sûrement un disque qui était déjà dans un état un petit peu limite, et le praticien aurait dû, dans ses différents tests pré-manipulatifs, identifier qu'il y avait une fragilité et s'abstenir d'un geste potentiellement susceptible d'exclure la hernie, en fait. Donc oui, c'est un risque, mais il est très très relatif, et il y a très très peu de cas rapportés. Puisqu'on en est là, avant de passer à votre bonne expérience, c'est vrai qu'il y a un problème quand quelqu'un veut aller voir un ostéopathe et qu'il n'a pas un ostéopathe de confiance, c'est qu'à part le bouche à oreille, il n'y a rien pour savoir si un ostéopathe est bon, bien formé ou pas. Non, et c'est vrai que l'exemple de madame renvoie à la problématique de la formation. C'est qu'aujourd'hui, on a une formation qui est encore hétérogène, avec des formations en bac+3, en bac+5 ou en bac+6,
qui finalement diplôme des personnes de compétences très variables. Donc on a un problème de formation, et peut-être que c'était le problème dans votre cas. On a un problème de pratique, puisque vous comprenez bien que pour faire des bonnes manipulations, il faut en faire souvent, et que s'adresser à un praticien qui manipule de façon très occasionnelle, c'est prendre le risque d'un geste mal exécuté. Et là, on augmente considérablement le risque d'une complication. Et heureusement, ça change, puisqu'il y a une nouvelle loi avec une augmentation de la formation, du temps nécessaire pour être formé. Voilà. Donc là, on est aujourd'hui en train de faire évoluer la réglementation, qui au départ était à bac plus 3 minimum. On vient de passer à bac plus 4 l'été dernier avec la loi HPST. Vous vouliez même bac plus 5. Et il faudrait bac plus 5. En fait, il y a un consensus mondial des organisations professionnelles pour considérer qu'à moins de bac plus 5, on ne sait pas former correctement. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas fait cette formation et qui sont aujourd'hui, qui ont pignon sur rue et qui ne sont pas de bons ostéopathes, pourront continuer à exercer après ça? Malheureusement, oui, parce que le principe du droit en France fait qu'on ne peut pas être rétroactif et retirer le titre à quelqu'un qui l'a déjà. Mais par contre, ça vaudra pour les praticiens formés par la suite. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre derrière en place une évaluation des pratiques, ça c'est extrêmement important, de façon à aboutir à une relative harmonisation des niveaux de compétences des professionnels. Et pour finir sur votre question, aujourd'hui, malheureusement, la réglementation qui aurait dû permettre aux patients de sortir du bouche-à-oreille pour trouver un ostéopathe n'a pas rempli son objectif. Et le patient, il est contraint de s'adresser à des organisations professionnelles qui, elles, font un tri sur la compétence et sur le type d'exercice de leurs membres et qui mettent sur le marché, entre guillemets, des annuaires sur lesquels on trouve des professionnels dûment formés et expérimentés. Mais il y a aussi les professionnels à qui vous pouvez demander conseil, comme les pharmaciens qui connaissent aussi en réseau les ostéopathes de confiance. Absolument. Et ça peut être très utile. Avant de passer aux enfants et aux tout petits, donc troisième expérience, vous y êtes allé envoyé par votre rhumatologue en qui vous aviez aussi confiance. Ah oui, totalement. Voilà. D'abord, il m'avait libéré de cette douleur infernale qui a duré 3 semaines. Et là, cette consultation avec l'ostéopathe s'est très bien passée. Ah bah absolument. Absolument. Là, j'y suis allée en confiance, effectivement, parce que je faisais confiance à ce docteur. Et cet ostéopathe, d'abord m'a inspiré confiance, parce qu'il y a le contact, la façon dont la personne respire, quoi. Et elle vous a manipulé comment, alors? Alors là, extrêmement, d'abord en touchant, et extrêmement, pas de craquement. Pas de craquement, quelque chose d'extrêmement doux, quelque chose d'extrêmement... Et en plus avec le mode d'emploi, avec les explications. Je vous fais ci, je vous fais ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça, etc. Et là, ça vous a fait du bien. Ah, quand on sort de ce type de séance, vous n'avez plus de poids, vous avez une fluidité corporelle extraordinaire et c'est génial. Ah. D'accord. Voilà. Vous rassurez, ça peut marcher. Ça va. Bien, heureusement. Il commence à déprimer notre ostéopathe. Non, ça va, j'ai toujours un bon moral. Non, mais ça illustre bien quand même la notion d'outil, c'est-à-dire que le premier travail de l'ostéopathe, c'est de définir de quoi souffre la patiente. C'est-à-dire pas forcément l'endroit où le symptôme s'exprime, mais quelle est la région du corps qui la déséquilibre, on va dire, et qui fait qu'il y a une zone du corps qui fait fusible et qui souffre. Et là, typiquement, la boîte à outils à sortir, c'était pas la boîte à outils qui fait craquer, c'était une autre. Alors, depuis peu, les maternités ouvrent également leurs portes aux ostéopathes pour soulager les bébés après la naissance. C'est avec l'autorisation des pédiatres ou des sages-femmes qu'ils peuvent rentrer dans les chambres. Manipulation délicate, mais aussi conseil aux parents pour que le contact se fasse le mieux possible. Guillaume Morinet, Claude Pavellec sont allés à la maternité de Saint-Cloud, dans la région parisienne, pour voir si les nourrissons appréciaient l'ostéopathie. Coucou Claude. Salut Pierre. Comment vont tes bébés ? Ça va, il y en a un, j'aimerais bien que tu ailles le voir, il a mal au ventre. Donc ce serait super si tu pouvais passer le voir et le manipuler. Eh ben écoute, je vais y aller. Merci. Il y en a d'autres ? Les autres bébés... Pierre est ostéopathe, mais comme ses patients n'ont que quelques heures, ses manipulations doivent être particulièrement délicates. La main gauche sous l'occiput, derrière la tête, et l'autre sous le bassin, il exerce de légères pressions. Et n'hésitez pas à le bercer, votre petit bébé. Hein, quand vous l'avez dans les bras, tout ça, il aime bien. Ça relance bien toute la machine, en fait. Il a fallu 12 heures de travail, puis les forceps pour que le petit Djibril vienne au monde. Les manipulations de l'ostéopathe vont soulager les tensions de sa nuque et progressivement, il va se détendre. Du coup, sa digestion sera plus facile. Mais la maman aussi est épuisée. Elle se sent coupable de cet accouchement trop long et ne sait pas comment prendre son bébé pour le soulager. Avec une bonne grosse prise de main, que ce soit vous, le papa, ça va le tranquilliser. N'hésitez pas à poser une main apaisante sur son crâne, soit, mais sur le reste du corps aussi. Et comme vous pouvez le constater, tout ça, il aime bien. Voilà. Au cours de cet accouchement qui a été difficile, ça a poussé dans un sens en haut, ça a tiré, poussé dans un autre sens en bas.
Et il y avait besoin de retrouver une vraie cohésion sur tous cet axe crâne-sacrum qui a vraiment été mis en difficulté. Bonjour. C'est quasiment une surprise. Donc je viens voir votre petite Manon qui est arrivée hier. Hier, c'est vrai. La naissance hier soir. Ça s'est bien passé, ils ont pris des forceps à la fin parce que sa tête ne passait pas, c'est un beau bébé. Ouais. Elle fait 3,820 kg, donc fallait qu'elle sorte cette petite chose. Et après, avec les forceps, ça a été très bien, c'est tout de suite passé. Bonjour monsieur. Donc moi je suis ostéopathe, je vais voir tous les bébés à la maternité. Moi je suis papa. Je vous fais félicitations, chers collègues. Donc je vais voir tous les bébés pour voir si tout bouge bien, en partant du principe qu'un accouchement, c'est jamais le moment le plus facile pour tout le monde. Pour la maman, le bébé et surtout le papa. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, complètement. Bon. Comment se passe le début de l'allaitement? Elle a bien tété. Chouette. Ah ouais. Elle a tété hier au soir dans la salle de travail encore, cette nuit, 15-20 minutes de chaque côté. Et puis là, ce matin, je l'ai remise 20 minutes au sein quand vous êtes arrivés. Elle venait juste d'arrêter. Oui. Manon va bien, va très bien, il n'y a pas de souci. Il faut prendre le temps de récupérer. Là, je pense à vous en disant ça. J'ai vu que ce qui est important pour elle, c'est parents en forme. On est dans des moments là, juste après la naissance, où c'est le premier, on ne sait pas trop comment faire, et le fait d'avoir des gens autour de nous qui sont du métier, qui connaissent, moi c'est un côté rassurant, et c'est vrai que quand je l'ai vu dans les bras de cet ostéopathe, je l'ai trouvé très zen, donc je pense que ça lui fait un bien fou, quoi. La consultation est terminée. Elle n'aura duré que 20 minutes, mais déjà Manon est détendue et ses parents aussi sont apaisés. Bonne journée. Merci. Au revoir. Deux questions concernant les tout petits. D'abord, on voit l'ostéopathe qui est pas loin quand même de manipuler le crâne de la petite Manon. Oui, je le manipule. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de manipuler le crâne des tout petits. Alors, l'ostéopathe, il a le droit de faire deux types d'actes. Les manipulations et les mobilisations. Les manipulations, effectivement, doivent faire l'objet d'une autorisation du médecin, mais pas les mobilisations. Et donc, la plupart des soins chez l'ostéopathe, c'est des soins extrêmement doux. Il n'y a pas de craquement chez le nourrisson. Et donc, du coup, effectivement, on peut exercer directement. Et c'est ultra doux et ça leur rend bien service aux tout petits qui ont souvent été un peu cabossés. Et on a une maman qui nous dit que le pédiatre l'a déconseillé d'emmener son fils de 3 mois chez l'ostéopathe parce qu'à cet âge-là, il n'aurait pas le droit de pratiquer sur les enfants. Dès la naissance. C'est une mauvaise lecture de la réglementation. D'accord. Tout bêtement. Mais là encore, comme pour madame qui est allée voir un ostéopathe dûment formé, il faut faire attention chez qui on va, pour les mêmes raisons. Il y a des ostéopathes qui sont plutôt spécialisés dans les tout-petits ou pas? Il y a quelques-uns qui se sont spécialisés, qui ne font pratiquement que ça. Des pédostéopathes, on appelle ça. On peut le dire comme ça. Enceinte de 3 mois, j'ai déjà très mal au dos. L'ostéopathie peut-elle être pratiquée sur la femme enceinte? Stéphanie, 24 ans. La réponse est oui, et au contraire, beaucoup de femmes enceintes souffrent de sciatalgie, enfin de mal dans la jambe, de lombalgie. Elles n'ont pas le droit de prendre des médicaments. Une maman qui souffre, elle n'est pas confortable. C'est un bébé qui, dans le ventre, n'est pas non plus forcément très confortable. C'est une maman qui bouge pratiquement plus. Donc oui, il faut aller voir l'ostéopathe parce que vraiment, il y a plein de choses très très douces qui permettent de bien améliorer les choses. Et Elodie demande pourquoi l'ostéopathie n'est-elle pas remboursée comme des séances de kiné? Parce que la sécurité sociale ne connaît pas le mot ostéopathie, il n'y a pas de nomenclature d'acte ostéopathique et donc aucun soin ostéopathique ne peut être remboursé par la Sécu. Par contre, aujourd'hui, on peut estimer que entre une moitié et 2/3 des patients voient leurs soins remboursés par leur mutuelle. Et c'est en train d'exploser à très grande vitesse. Merci beaucoup à tous les deux. Un site pour trouver un ostéopathe près de chez vous, le registre des ostéopathes de France, ostéopathie.org. Et puis n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien, qui pourront tout à fait vous être utiles. Un chat qui va commencer avec vous. Oui, à partir de maintenant et jusqu'à 16h, pendant 1 heure, Philippe Sterlingo qui est avec nous, Jean-François Pinglot qui sont tous les deux ostéopathes et Dominique Blanc, président de l'UFOF, l'Union fédérale des ostéopathes de France, répondront à toutes vos questions. Je vous rappelle que pour accéder à ce chat, vous allez sur france5.fr, magazine de la santé, vous arrivez sur Bonjour Docteur, le site sur lequel on répondra à toutes vos questions. Je vous rappelle que c'est de 15h à 16h, vous pouvez y aller dès maintenant. Le temps que notre invité se déplace jusqu'à l'ordinateur. Un appel à témoins, on prépare une émission sur les maladies à petits boutons, la varicelle, la rougeole, la roséole, la rubéole, la scarlatine et j'en passe. Ça n'a pas marché, on va bien ? Ça ne m'étonne pas. Si vous avez eu une de ces maladies à l'âge adulte ou si vous êtes mère de famille nombreuse et que vous avez dû y faire face, eh bien, soyez gentils de nous rappeler au 01 58 88 85 21. Voilà, et demain dans le docteur, on répondra à vos questions sur les pervers narcissiques. À demain. Très bon après-midi, à demain, au revoir.